Un mot sur la mobilité avant que Clément intervienne. D'abord, je serais très ingrat si je ne me tournais pas vers Clément et vers d'autres aussi, vers Béatrice, Nordine, vers Claude Mélier, vers Isabelle Ramy qui est également présent, et bien sûr vers nos services. Je serais très ingrat si je ne leur adressais pas un très grand remerciement. Vous avez fait un travail colossal, voilà, moi qui me scotche, vraiment, je trouve ça très impressionnant, y compris pendant tout cet été, vraiment un travail majeur de fond, d'abord de fond, puis ensuite après d'émergence de solutions, en concertation. La concertation sur le sujet n'est jamais suffisante, je le sais bien, mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de concertation. Clément, s'il le souhaite tout à l'heure, pourra nous le rappeler. Mais pourquoi on fait ce travail? Parce que c'est certainement la question majeure de l'agglomération. Des fois, on me reproche de dire qu'on a eu un échec. Je dis toujours qu'on a eu un échec collectif. Je ne dis pas que c'est un tel ou un tel qui a échoué. Je dis que c'est collectivement. Mais je n'arrive pas à comprendre à mon tour pourquoi on refuse ce terme d'échec. Quand on a dépensé autant d'argent, quand on a quand on a engagé autant d'efforts pour aboutir à autant de mécontentement et à rester la troisième agglomération la plus embouteillée de France, on ne peut quand même pas parler de réussite. Bon, on est bien obligé de parler d'échec. Mais cet échec-là s'inscrit dans une longue histoire. Je crois qu'il faut la rappeler de deux mots. La mobilité a toujours été une grande question. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a eu, nous, un réseau de 200 km de tramway sur Bordeaux il y a un peu plus d'un siècle? On avait 200 km de tramway. Bon. Et puis tout d'un coup, la modernité surgissant et prenant l'apparence de la voiture, Jacques Chaban-Delmas, en 1958, a terminé, a fermé, a supprimé le tramway pour donner plus de place à la voiture. Donc on a eu une période où, finalement, la voiture était l'élément de la modernité à la place du tramway. Et donc le dernier tramway a circulé en 1958, je crois que c'était en janvier 1958, après une disparition progressive. Bon. Ensuite, après, on a eu le débat de la rocade, qui était un débat qui n'a pas été simple, parce qu'il coupait en deux un certain nombre de villes, dont celle de Mérignac. Donc c'était un débat évidemment extrêmement complexe, mais tous les débats de mobilité sont toujours très conflictuels. Ensuite, on a eu l'aménagement des quais, là c'est quand même plus consensuel sans doute. L'aménagement des pistes cyclables, on avait quand même beaucoup de retard pour les pistes cyclables par rapport à d'autres villes. Beaucoup de retard, et donc évidemment, on essaie de rattraper ce retard-là. Et donc, regardez, on a adopté un schéma, un SDODM, un schéma d'orientation opérationnelle de la mobilité en 2016. Or, quel nom atroce, quoi. Hein. On va simplifier aussi, avec Clément, on s'est mis d'accord. On ne parle plus de SDODM, on parle de schéma des mobilités, on ne parle plus de BHS, on passe de bus express. Donc, on adopte un SDODM en 2016, 2 ans plus tard. Hein. 2 ans plus tard, on le change. On fait un plan d'urgence. Il était nécessaire, ce plan d'urgence. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien qu'on avait trop de retard et qu'on n'allait pas assez vite. Et puis, on annonce une nouvelle révision du SDODM pour 2019. C'est-à-dire, constamment, on remet l'ouvrage sur l'établi pour simplement essayer de mieux corriger. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs. Hein. Ne gravons rien dans le marbre. Rien dans le marbre. Il faut que nous sachions nous adapter. Donc, il faut aujourd'hui que nous ayons un nouveau schéma qui d'ailleurs lui-même ne va pas rester figé, il va être déjà enrichi par la prochaine délégation de service public qui verra le jour en juillet 2022, et puis nous serons pragmatiques comme on essaye de le faire. Je vais essayer d'expliquer la philosophie, Clément, évidemment, sera plus précis. On ne fait pas table rase du passé, je le dis, on va pas faire table rase du passé, ce qui existe, existe, et heureusement que ça existe, sinon c'est évidemment dans une difficulté encore beaucoup plus importante. Donc on ne fait pas table rase. On ne promet pas non plus l'impossible. C'est-à-dire que je ne dirai jamais que demain, ça ira nettement mieux qu'aujourd'hui, parce que ce serait faux. Personne n'a une baguette magique pour dire, voilà, moi, président de la métropole, à partir de demain, on va tout enchanter et les difficultés vont disparaître du jour au lendemain. Non. Mais on fait un schéma qui a cette vision des actions immédiates. Les actions immédiates, souvent, c'est les mobilités douces, parce que c'est finalement le plus facile à le faire. Des actions intermédiaires
notamment la mise en place de bus, et puis des actions à plus longue portée dont je vous parlerai. Mais il faut qu'on ait cette vision, faire tout de suite, faire pour demain et faire pour après-demain, et donc plutôt s'inscrire dans un calendrier de la décennie qui vient, 2020-2030. Quelles vont être les grandes différences entre ce que nous proposons et puis le SDODM, qui, je rappelle, a eu le mérite d'exister? Évidemment, quand on parle comme ça, c'est toujours un peu caricatural. Mais quand même, une grande différence, c'est que je crois qu'on aura une offre plus diversifiée, avec un grand principe, ni totem, ni tabou. Ni totem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution. Hier, c'était la voiture, mais je voudrais rassurer aussi Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce, chez lui, avec attention ses propos. Nous savons bien que tout le monde ne peut pas faire du vélo, et que le vélo ne se substituera pas en toute cause à la voiture. Donc, pas de totem. C'est-à-dire que hier, c'était la voiture. Aujourd'hui, le vélo prendra tout ça, mais ce ne sera pas non plus la solution miracle. Ni tabou, c'est-à-dire tabou, bah oui, on va tout regarder. On va regarder notamment si on peut faire un téléphérique. On va regarder comment améliorer un certain nombre de voiries. Ni tabou, et je le dis clairement, il n'y a pas de tabou du tram. Le tram, simplement, a son utilité. Aujourd'hui, on a un des réseaux le troisième réseau le plus étendu de France, donc on y a été de façon très, très forte. Mais aujourd'hui, il rencontre ses limites. Pourquoi il se rencontre ses limites? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il coûte au moins 20 millions d'euros le kilomètre, entre 20 et 25 millions. Donc c'est quand même évidemment très élevé. Et puis, il y a un effet. Plus vous avez un réseau tram long, plus vous avez un risque de panne. Et le risque de panne, parfois, il peut contaminer l'ensemble du réseau. Et si vous avez un bus en panne, vous en injectez un autre. Si vous avez un tram en panne, évidemment, vous ne pouvez pas injecter un tram qui contournera le tram. Voilà. Donc il faut aussi qu'on soit un peu plus imaginatif, mais on n'a pas de religion anti-tram. Peut-être que plus tard, il y aura de nouveau des trams. L'idée, c'est de faire plutôt du sur-mesure. Et là aussi, c'est un peu compliqué, parce que d'un côté, il faut quand même une forte capacité. On sait qu'il y aura plus de déplacements dans l'avenir, donc il faut une forte capacité de transport. Et en même temps, ça va être l'enjeu, il faut aussi faire du sur-mesure pour que chaque territoire ait sa solution. Alors bien entendu, on conservera les grandes orientations, c'est-à-dire qu'on aura une mobilité individuelle qui sera renforcée, avec une nouveauté qui mettra du temps à avoir des effets. C'est un plan marche. Moi, j'ai quand même toujours été choqué de voir que le piéton était le grand oublié de la mobilité. Le piéton, lui, n'a qu'à se débrouiller, quoi. S'il n'arrive pas à se débrouiller sur le trottoir parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des voitures, tant pis pour lui, quoi. Bon. Donc la personne avec une poussette, le handicapé avec son fauteuil, mais simplement la personne qui marche, c'est parfois un chemin de croix. Bon. Donc ça, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main, et on va le faire. Il y a un plan marche qui nous sera présenté en novembre, avec des effets tout de suite, pour libérer les trottoirs et pour faire des axes, notamment aux abords des écoles, mais pas uniquement. Après, évidemment, il y a le plan vélo. On va avoir un troisième plan vélo, très fort, là aussi, qui sera soumis au Conseil au mois de novembre, et quand même avec 60% d'aménagement cyclable en plus entre 2020 et 2030, et puis avec un réseau de vélos express structuré, des arceaux supplémentaires, des vélobox, des abris à vélo. Ça, c'était une leçon qu'on avait retenue quand on avait été à Copenhague. C'est-à-dire que le vélo, il faut aussi des services autour du vélo, si on veut que ça marche, quoi. Et donc là, il y aura des services autour du vélo. Donc on va booster ces mobilités douces, mais on ne va pas oublier la voiture, hein. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas anti-bagnole, loin de là. Et donc la voiture a encore un avenir. Moi, je crois à l'avenir de la voiture. Je pense que la voiture, demain, elle sera motorisée d'une façon différente, mais il y aura un avenir de la voiture. Donc on aura la mise en service des 2 fois 3 voies entre les échangeurs 7 et 9 de la rocade, puis après 5 et 7. On aura aussi de nouveaux barreaux. Vous savez, toute cette zone très, très embouteillée du côté de l'aéroport où parfois on ne peut pas avancer. On fait des barreaux qui étaient prévus d'ailleurs depuis quelques années pour éviter que tout le monde, que ceux qui n'aillent pas à l'aéroport soient obligés d'aller là. Donc ils pourront sortir des itinéraires à l'aéroport avant grâce à des barreaux qui sont en cours d'avancement. Il y a encore quelques problèmes fonciers à régler.
Et puis il y a aussi l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence. Voilà. Ça, c'est une grande discussion avec Madame la préfète, sur la 10 ou sur ailleurs. Comment faire en sorte pour libérer les bandes d'arrêt d'urgence pour que les transports en commun puissent aller plus vite, quoi. Donc j'ai revu Madame la préfète il y a quelques jours. Elle est d'accord sur le principe qu'on puisse utiliser les bandes d'arrêt d'urgence. Vous voyez l'intérêt, quand vous allez venir de Saint-André-de-Cubzac pour aller sur Bordeaux, si vous pouvez prendre la bande d'arrêt d'urgence, vous allez évidemment gagner beaucoup de temps. Et puis il y a une question qui n'est pas non plus taboue, qui est celle des poids lourds. Moi, je souhaite qu'il y ait un tarif de péage des poids lourds différencié selon les heures, pour pas que les poids lourds arrivent en même temps des moments des embouteillages de la métropole. Donc c'est pour eux compliqué, mais enfin en même temps, être pris dans des embouteillages, ça ne veut pas être non plus la meilleure solution pour eux. Donc il faut qu'on regarde tout ça. Il reste la mobilité collective qui va être élargie. Il y a le bus, il y a le tram, il y a le train. Demain, il y aura sans doute un téléphérique. Moi, je n'ai pas d'avis précis là-dessus, mais on essaie de sortir. Tout le monde veut son tram. Voilà. Je ne connais aucun maire qui ne dise pas « je ne veux pas mon tram ». Je comprends, c'est une question aussi d'image, d'utilité d'abord pour ses propres habitants, d'image de modernité, enfin tout ça, évidemment, on comprend très bien. Mais comment on peut choisir? On a essayé de faire en sorte, avec Clément, de sortir de la subjectivité et de mettre en place une grille d'analyse qui est quand même assez simple. Quel est le potentiel de voyageurs? Quel est le coût? Et si vous mélangez les deux, vous arrivez à la valeur actualisée nette, qui est le grand critère des tribunaux, et puis d'ajouter un troisième critère qui est le bilan carbone. Si vous mixez tout ça, les résultats, ils sont évidents. Sur le tram à Gradignan, il y a une vanne positive entre 1 et 10, donc très faible, très faible. Après, c'est les mystères des calculs de la vanne, mais c'est pas nous. Les calculs de la vanne étaient là avant ce mandat. Sur Parampuire, Béatrice, je voudrais la remercier, a admis que la vanne était très nettement déficitaire, très nettement déficitaire. Et puis, sur Saint-Médard-en-Jalles, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on sait que le bus express va arriver en centre-ville, mais sur Saint-Médard-en-Jalles, le projet de tram sera également soumis à la même grille de lecture que je viens d'indiquer. Et donc, il y a une sorte d'évidence. Si vous ne remplissez pas les critères, eh bien, on vous proposera autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va exclure, ça ne veut pas dire qu'à Gradignan, à Parampuire et ailleurs, il n'y aura pas de solution de mobilité. Il y a d'autres solutions de mobilité que le tram. Enfin, regardez quand même, le BHNS entre Saint-Aubin et Bordeaux, il séduit. Le maire de Saint-Aubin n'est pas là. Mais au contraire, il est convaincu de l'utilité. Mais pourquoi le BHNS qui s'appellera Bus Express ne pourrait pas convenir à d'autres territoires? Je me pose vraiment la question. Et surtout, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire que ne soyons pas aveugles en disant, allez, hop, on s'aime bien, on top là, et puis tant pis pour ce qui arrive. Ouais, ce qui arrive, c'est qu'ensuite, après, on a des recours, on va devant le juge administratif, et le juge administratif, si c'est la fin de la récréation, disant, mais attendez, vous avez vu la vanne, là? Avec une vanne comme ça, moi, je ne peux pas laisser passer. Voilà. La vanne, c'est l'utilité sociale d'un projet. C'est comment on dépense l'argent public. Bon. Et donc, moi, je ne souhaite pas que ce soit le juge qui arbitre dans les problèmes de mobilité, mais qu'on ait l'esprit de responsabilité qui nous permette de faire les choix avant. Bon, c'est pas simple, je comprends évidemment les mécontentements qui continueront. Il y a une autre solution aussi, qui est le RER métropolitain. On y croit, on n'y croit pas. Quand même, je suis relu un peu tous les débats. Relisez avant de prendre la parole, quand vous souhaiterez prendre la parole en conseil, vous verrez qu'il y avait une sorte de consensus du RER métropolitain depuis des années. Bon, mais des fois, les convictions changent. Si ça marche, c'est une vraie révolution pour l'usager. Pourquoi? Après, je dirais les conditions. Pourquoi? Tout simplement parce que ça réduit d'une façon considérable les temps de trajet. Vous partez de Senon, vous montez dans un train pour aller à Pessac. Vous allez mettre 14 minutes en train. Aujourd'hui, vous mettez entre 30 et 1 heure en voiture. Et si vous prenez un transport en commun, vous mettez 53 minutes. Donc, on va passer de 53 minutes à 14 minutes.
Bon, là, franchement, ça devient intéressant pour nos habitants. Bon, et c'est à peu près pareil. Entre Saint-André-de-Cubzac et Villeneuve, aujourd'hui en voiture, vous mettez 30 minutes à un peu plus d'une heure, 1 heure en transport en commun, 37 minutes en tram, en train. Ça, c'est quand même une solution qui est tout à fait considérable. Bon. Et puis, enfin, je ne sais pas faire la liste de tout ça, mais partout, évidemment, il y a une réduction très importante. Sauf qu'il y a 4 conditions. Ce n'est pas un combat gagné d'avance, hein, le RE métropolitain. Il y a 4 conditions. La première, c'est qu'il faut plus de trains. Voilà. Parce que si vous n'avez pas plus de trains, vous n'aurez pas une fréquence suffisante. Si vous devez attendre 2 heures votre train, vous allez faire autre chose. Hein. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait aujourd'hui entre Libourne, parce que c'est une solution qui marche. Le RER, c'est déjà en application entre Libourne, Bordeaux et Arcachon. Entre aujourd'hui Libourne et Bordeaux, vous avez un cadencement à la demi-heure. Le but, c'est d'arriver au quart d'heure. Voilà. Et donc, qui fait en sorte qu'il y ait un train tous les quarts d'heure sur le RER métropolitain. C'est pas pour tout de suite, hein, je tiens à vous le dire tout de suite, mais c'est quand même l'objectif. Ça, il faut plus de trains. Il faut deuxièmement des pôles d'échange majeurs, au Bouscat ou à Talence, et des gares qui soient rénovées aussi. Et donc là, c'est un gros travail avec la SNCF. Bon, la SNCF, en général, est toujours d'accord sur les principes. C'est plus difficile ensuite après pour la mise en œuvre. Bon. Mais en tout cas, c'est un très gros travail. J'ai revu encore cet été le président de la SNCF et puis le président de la SNCF Réseau. Donc, ils sont sur les principes d'accord. Et puis, il y a 2 autres points qui sont peut-être un peu ignorés. Aujourd'hui, qui sait que en montant dans un train à Senon, on peut aller à Pessac? Qui le sait? Pas grand monde. Et même à Libourne, qui sait à Libourne, parce qu'en montant dans le train, vous pouvez arriver rapidement à la gare Saint-Jean, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de communication. Là, j'insiste beaucoup avec la SNCF. Je veux dire, nous, on sait quand même peut-être aussi communiquer, quoi. Peut-être qu'il faut même faire du boîte à lettres sur un sujet pareil. Bon, il ne faut pas simplement faire des sucettes à la gare en disant que personne ne regardera. Il faut qu'on donne un coup de poing là, médiatique pour expliquer aux gens que ça existe et que c'est bien pour eux. Voilà. Et que c'est plus rapide. Bon. Et là, on pourra évidemment l'emporter. Puis il reste une 4e condition qui n'est pas mince. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à discuter de cette question, qui est la question tarifaire. Et j'explique aussi bien à la SNCF que à la région, puisque nous sommes partenaires, que personne ne montera dans un train si ça coûte 3 fois plus cher que de monter dans un tram ou de monter dans sa voiture. Bon, il y a une sorte d'évidence. Et là, si vous allez d'Ambarès à Bordeaux aujourd'hui, en train, ça va vous coûter entre 3,80 € et 5,70 €. Bon. Mais si vous prenez le réseau TBM, ça vous coûte 1,70 €. Donc vous allez prendre évidemment le réseau TBM. Bon. Si ça vous coûte la voiture, ça va sans doute vous coûter moins cher. Donc vous allez prendre votre voiture. Donc il faut qu'on ait une compatibilité tarifaire avec la SNCF. Donc ça dépend beaucoup de la région. Tout ça est plus compliqué que je le dis, puisque derrière, il y a la question de la compensation. Mais les trains ne sont pas pleins. Hein. Les trains entre Libourne et Bordeaux, 17% de remplissage. Donc je explique à la SNCF que pour eux, c'est un coût marginal ou un coût nul s'il y a plus de personnes qui rentrent. Mais comme c'est un calcul selon les recettes et non pas selon le volume de passagers, c'est là où il y a un biais, quoi. Il faut qu'on change la méthode de raisonnement pour aboutir à un résultat. Excusez-moi d'être un peu long, mais c'est quand même, pour moi, essentiel. Moi, j'ai un objectif qu'on peut tous partager. C'est d'aboutir à une sorte de passe Navigo sur l'ensemble de la métropole, quoi. Un titre unique de transport, quoi. Que le métropolitain, s'il monte dans un tram, s'il monte dans un bus, s'il monte demain dans un téléphérique, s'il monte demain dans un RER, ce soit le même titre de transport comme l'on connaît à Paris. Ça, c'est un objectif que j'ai exposé aux uns et aux autres. Tout le monde trouve ça l'idée bonne, mais évidemment, ensuite, après, il y a des questions difficiles. En tout cas, c'est l'objectif, c'est l'horizon vers lequel nous devons avoir un pass unique. La question du métro, j'en dirais juste un mot. Mais regardez la question. C'est 1 milliard, le métro. 100 millions de kilomètres. Tout ce que je viens de vous dire, c'est à peu près aussi 1 milliard. Est-ce qu'on va ajouter les milliards aux milliards? Et quel est l'intérêt d'un métro qui, lui, ne prend pas en compte les flux extérieurs? On reste dans la sphère métropolitaine pour un horizon très éloigné,
avec notamment un sol à Bordeaux quand même qui montre aujourd'hui quelques fragilités, donc on ne sait pas très bien où on va. Et d'ailleurs, dans ce qui nous est proposé, il y a beaucoup de viaducs. Donc, je crois plus au RER métropolitain qu'au métro, mais Clément pourra en dire d'autres mots. Je vais aller plus vite sur le reste. Les autres infléchissements, il y en a un deuxième, c'est aujourd'hui on a un réseau, là aussi je schématise, mais plutôt qui est en étoile. Demain on aura un réseau qui sera plus circulaire, avec notamment des lignes de bus, mais Clément, je te laisserai développer ça, mais je crois beaucoup à une ligne de bus, notamment de pont à pont, qui empruntera les boulevards. La liaison avec la rive droite, si je ne le dis pas, je vais me faire maudire par tous nos amis de la rive droite, mais et en plus tu confirmes. Mais, la liaison avec la rive droite est quand même majeure, bien sûr. Là, on a depuis des années l'idée d'une... Enfin, il y a même une Corolle 31, mais une liaison entre Bassins, Campus. Rappelez-vous, il y avait même l'idée à un moment donné d'un tramway. Hein, il y a un tramway qui a disparu quand même dans le paysage. C'était le tramway qui devait relier ce nom, Cracovie, puis ensuite après aller vers Gradignan. Et celui-là, il a disparu. Bon, on n'a pas fait 36 questions. Bon. Et donc là, en tout cas, il faut que vous ayez, vous, sur la rive droite, un moyen de transport rapide. Ça demandait quelques aménagements. On a discuté beaucoup avec le port autonome pour qu'il libère des espaces, des emprises. Et sur ces emprises, on espère pouvoir faire passer donc un bus rapide. Évidemment, le téléphérique, on a plusieurs scénarios. Mais je rappelle que, par exemple, la vanne du téléphérique, c'est 205 millions. Vous vous rendez compte? 205 millions. Donc une utilité sociale très, très forte, avec une capacité d'au moins 10 à 13 000 voyageurs par jour. Il y a la question du pont qui se pose. Moi, je suis prudent. S'il en faut un, on le fera. Mais il faudra d'abord qu'on nous démontre qu'il est tout à fait nécessaire. Il est nécessaire. Et donc, on va faire des études très précises. Ça coûte très cher un pont. D'abord, il faut savoir d'où il part et où il arrive. Ça, déjà, c'est assez compliqué. Et donc, en tout cas, on va voir l'utilité d'un pont. Et puis, évidemment, dans la valorisation du sol, il y a le bateau. On va doubler le nombre de bateaux cubes. Et donc, les pontons pour faire en sorte que le bateau puisse aussi être un moyen. J'en ai quasiment terminé. Si je n'ajoutais que la question des transports, c'est aussi celle de la relation avec les territoires voisins. Philippe Huisson, ce matin, là, je lis dans la presse que pour lui, c'est une question majeure. Il dit que le problème de la mobilité, c'est d'abord le problème de la mobilité à l'extérieur de la métropole. Bon, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des flux importants extramétropolitains vers la métropole, et là, Philippe a tout à fait raison. Et donc, il nous faut nous soucier de ça. On a des chiffres très précis aujourd'hui. Donc, il faut qu'on offre une alternative à la voiture pour les territoires voisins. Le RER métropolitain, évidemment, j'en ai parlé. Les cars express marchent bien. Hein. Le Bordeaux-Créon marche très très bien. Et puis, évidemment, fluidifier un certain nombre d'axes routiers. Bon, tout ça coûte cher. Il ne faut jamais passer sous silence l'aspect financier, parce que c'est la meilleure façon de ne rien faire ou de mentir. Aujourd'hui, on a un budget qui est déjà considérable pour la mobilité. Là, il va falloir qu'on l'augmente. En fait, on va doubler les crédits pour la mobilité. Et donc, on aura un budget qui va dépasser les 3,3 milliards, enfin 3,3 milliards, avec deux particularités. On aura une dépense d'1 milliard supplémentaire par rapport à la précédente mandature. Mais là aussi, je vais être honnête, la précédente mandature, quand on compte à partir du compte administratif. Bon. Donc, c'est ce qui est réalisé. Donc, à partir du réalisé de la mandature précédente, nous, on compte dans la prochaine mandature. Moi, j'ai un peu tendance à dire, en fait, dans les 10 ans qui viennent, parce que je préfère avoir cette prudence-là, on va ajouter 1 milliard. Là, c'est du prévisionnel. D'un côté, c'est du réalisé, de l'autre côté, c'est du prévisionnel. Mais c'est aussi une volonté politique qui se manifeste. Et puis, évidemment, dans le même ordre d'idée, avec les mêmes précautions que je viens de prendre, on va pratiquement doubler les investissements dans les années qui viennent. On sait que c'est la grande question de la mandature, la grande question, pas de la mandature, même de la métropole. Donc, il faut y consacrer des moyens, avec aussi toujours cet objectif de décarboner, évidemment, l'ensemble des moyens de mobilité. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et maintenant, vous allez même avoir un petit supplément avec Clément.
Bon, merci Monsieur le Président. En fait, vous avez tout dit, donc j'ai plus grand-chose à dire. C'est mon rôle de vice-président, donc je vais essayer de faire bref pour que vous puissiez évidemment échanger avec nous. Actuellement, nous avons sur la métropole 3 millions de déplacements jour. Et l'AIRBA, donc l'agence d'urbanisme, a fait une étude avec des projections, avec l'augmentation de la mobilité, parce que les habitants se déplacent plus tous les jours. C'est-à-dire qu'on est passé de 3,8 déplacements par jour à 4,2 déplacements par jour en une dizaine d'années à peu près. Surtout, nous gagnons 10 000 habitants de plus par an sur la métropole, et 20 000 en Gironde à peu près. Et donc ceci fait que l'agence d'urbanisme a calculé qu'en 2030, nous aurions 600 000 déplacements à gérer supplémentaires. En fait, c'est ça le vrai débat de fond. C'est-à-dire que notre réseau de transport en commun, c'est un des plus performants, le président l'a dit, de France. Notre réseau de tramway, c'est un des plus étendus et performants de France. Par contre, nous sommes une des agglomérations les plus congestionnées de France. Pourquoi? Parce que nous sommes une métropole extrêmement dynamique et que le nombre de déplacements jour augmente année après année. Donc il y a un vrai enjeu d'être encore meilleur. Et donc, ce qu'on vous propose ici dans ce schéma des mobilités, c'est répondre aux enjeux qui s'offrent à nous en complémentarité de ce qui a été fait. Nous gérons la mobilité intra-rocade, principalement. C'était ça les stratégies, les schémas des mobilités précédents. Et là, ce qui vous est proposé, comme l'a dit le président, c'est un effort très spécifique sur les territoires moins bien couverts et un effort très spécifique sur le lien avec le hors métropole. Puisque nous avons 22% des déplacements sur la métropole non comptabilisés à l'heure actuelle, qui effectuent 59% des kilomètres. Ceux qui viennent de l'extérieur de la métropole font pratiquement 60% des kilomètres en voiture. Ils viennent de loin, ils passent du temps. Et donc si on internalise ces déplacements dans les calculs, eh ben, nous dépassons les 4 millions de déplacements jour en fait, sur la métropole. Nous dépassons les 4 millions de déplacements jour. Et donc, ce serait plutôt plus de 700 000 déplacements qu'il faudra gérer à l'échéance 2030. Et c'est pour ça que nous proposons également des solutions pour la mobilité, pour le monde économique, puisqu'on a démontré que 24% des emplois étaient mal couverts actuellement par le réseau structurant. Et donc, ce qui est proposé, ce qu'a proposé le président, on peut peut-être mettre une première carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui appuie sur le... Voilà, le petit bouton. Voilà. Donc ça, c'est le réseau actuel. Hein. Donc vous voyez, on voit donc pas très bien, mais on voit, vous voyez, en bleu le réseau actuel tramway qui est principalement inscrit dans la rocade. La voie ferrée en violet du RER métropolitain qui est pour l'instant invisible par la population, parce que personne ne sait vraiment où est-ce qu'il passe, dans quelle gare il s'arrête, et quels sont les intérêts en termes de mobilité. Et puis la première expérimentation de car express entre Bordeaux et Créon. Et donc ce qu'on vous propose, donc carte suivante, c'est un réseau circulaire. Donc ça c'est une vraie nouveauté complémentaire. Voilà, hop. En fait, ça doit être un peu lourd, donc ça met un petit peu de temps. Donc appuyez une seule fois, puis attendez. Voilà, très bien, merci beaucoup, merci à vous. Et donc là, c'est un réseau circulaire, enfin radial puisqu'il existe, mais on vient le compléter par des maillons circulaires. Alors qu'est-ce qu'on voit ici en orange, en vert et en violet concentrique. Donc si on commence par le vert ce sont, alors je vais le dire une fois, après je le dirai plus, des bus à un niveau de service, BHNS. Si vous faites un sondage dans la population, bon, nous aussi, bien sûr, on maîtrise parce qu'on baigne dedans, mais finalement, personne ne comprend. Le BHNS, c'est très compliqué comme terminologie, donc on va simplifier pour que les gens l'utilisent. Donc on va parler de lignes express. Donc la nouveauté, ce sont des lignes express bus, 104 km, en 10 ans, nous allons les réaliser, dont 3 circulaires, vous voyez ici. Les boulevards, avec l'arrivée du pont Simone Veil, une ligne entre boulevard et rocade. Alors, pour vous donner une idée par où cette ligne va passer, c'est peu ou prou l'itinéraire de la Corolle 35 actuelle. Et puis, extra-rocade, principalement qui permet de lier les différentes opérations d'intérêt métropolitaine, qui est la ligne actuelle Technobus. Donc, ces 3 lignes de bus express seront complétées par 4 autres lignes
radiales, capacitaires. Vous savez que ces BHNS, donc ces bus express, permettent d'avoir une grande régularité, permettent de gagner du temps, sont capacitaires et sont extrêmement attractifs. Donc ça, c'est une première forte nouveauté. Pour résumer, on a mis 20 ans pour construire 77 km de tramway. Là, ce qu'on propose, on va mettre 10 ans pour construire 104 km de bus express sur cette ligne. En complément de ceci, nous allons continuer à développer avec les partenaires, le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité et donc la région, les cars express qui permettent à nouveau de ce lien avec l'intra-métropolitain et l'extra-métropolitain. Il y a un vrai enjeu de territoire et de solidarité territoriale et de réussir à faire sortir de l'autosolisme ces gens qui font la navette matin et soir et qui arrivent de très loin. Et donc, ces lignes de car express vont être développées, 8 lignes, vous les voyez, dont une circulaire également qui relie les bassins d'emploi. Et puis le RER métropolitain, le président également l'a dit. Donc, il y a une partie qui est circulaire, vous le voyez ici, c'est la voie de ceinture, mais c'est surtout aussi 3 branches. Et c'est l'enjeu, comme l'a dit le président, pour le RER, de la fréquence, 30 minutes, et puis après objectif au quart d'heure, et l'enjeu surtout d'intégration dans le réseau. C'est-à-dire que nous ne montrerons plus une seule carte du réseau de transport en commun de l'agglomération bordelaise sans le RER métropolitain. Il doit être pleinement inscrit dans cette stratégie, dans les solutions de mobilité pour les habitants. Et donc évidemment, ça passe par une tarification simple, la même. On prend le réseau, c'est-à-dire, le président l'a dit, on aura une carte comme une passe Navigo, enfin ça sera le pass métropolitain, je ne sais pas, on trouvera bien un nom, et avec une tarification adaptée. Donc voilà, c'est vraiment ça une des fortes nouveautés, si on veut résumer les propos du président. Et donc, on n'a pas oublié non plus, par exemple, les couloirs bus. On va doubler le nombre de couloirs bus. On va passer de 80 km de couloirs bus à 160 km de couloirs bus, puisque c'est quand même l'armature des transports en commun. Et c'est évidemment ce réseau de bus sera amené évidemment à évoluer avec la nouvelle délégation de service public et le nouveau réseau qui sera opérationnel en 2023. Et c'est Béatrice de François qui gère évidemment ce dossier. Donc le président l'a dit, les 2 extensions qui étaient envisagées de tramway ne seront pas, au SDODM 2013, ne seront pas réalisées pour les raisons évoquées. Mais par contre, évidemment, nous avons l'attention, nous avons la volonté de bien desservir l'ensemble des territoires de la métropole. Et donc, pour les 2 communes considérées, il y a évidemment des solutions de mobilité extrêmement volontaristes, avec des grandes capacités de transport. Par exemple, pour la commune de Gradignan, il y aura 2 bus express, il y aura un car express, et il y aura un réseau, même 2, de réseau express vélo. Alors, dans parenthèse, réseau express vélo, on ne va plus dire non plus RCHNS, réseau cyclable à haut niveau de service. Ça, c'est du jargon technique du CEREMA. On va simplifier, on va parler de réseau express vélo. Donc, on aura les bus express, les cars express et le vélo express. Voilà, 250 km de réseau express vélo à terme, avec un standard très ambitieux. C'est des larges pistes cyclables où 2 vélos pourront d'ailleurs cohabiter de front pour se doubler ou pour circuler ensemble. Le président l'a dit, une forte, donc sur 250 km, c'est très ambitieux. Vous voyez le plan, des radiales et des circulaires, mais également les aménagements de pistes cyclables ne suffisent pas. Il faut aussi du stationnement. Et donc le président l'a dit, très nombreux arceaux de stationnement, et également des stationnements sécurisés, des vélo-box vélo, voilà, pour pouvoir lutter contre le vol. Pour la desserte de la commune de Parempuire, évidemment, la commune de Parempuire a une gare qui est connectée au RER métropolitain. Donc l'objectif, c'est rapidement arriver à la demi-heure en termes de fréquence et
pérenniser l'expérimentation actuelle qu'il y a sur Parenpuire, hein, de l'acceptation tarifaire, parce que pour l'instant, c'est la seule branche où c'est en cours d'expérimentation. Mais également des liaisons efficaces rêves, des évolutions de lignes Transgironde de la 705 à 704, la mise en place d'un service express, et également d'études de couloirs bus, rue du Palu et chemin de la Barre. Donc voilà, vraiment des ambitions fortes pour l'ensemble des communes. Donc le plan marche, j'y reviendrai pas, c'est le premier plan marche de l'agglomération, avec des effets forts en termes de piétonisation, en termes de création de trottoirs, de désencombrement de trottoirs. Et donc le détail de ce plan marche vous sera présenté par Isabelle Ramy, dont c'est la délégation, et sera présenté en conseil au mois de novembre, à l'instar du plan vélo. On entend également, évidemment, les responsables économiques nous dire que les enjeux de congestion, c'est une vraie difficulté pour les employeurs. On en est bien conscient, on y travaille, la preuve. Mais par contre, on ne réussira pas le challenge de la mobilité, réussir la mobilité de nos concitoyens sans eux. Et donc, nous allons généraliser fortement les plans de déplacement d'entreprise, enfin plans de mobilité entreprise et plans de mobilité inter-entreprise, pour arriver jusqu'à 400 plans de mobilité entreprise ou inter-entreprise d'ici 2030, et c'est Nordine Guedes d'ailleurs qui gère ce dossier. Et également, nous allons contractualiser des pactes de mobilité avec certaines grandes entreprises. Je vais me permettre juste de compléter un tout petit peu pour laisser la parole. Il y a également les P+R, ça n'a pas été évoqué, donc je souhaite l'évoquer. Les P+R, c'est fondamental pour venir capter celles et ceux qui viennent en voiture de l'extérieur de la métropole. Donc toujours ce souci de lien métropole hors métropole. Nous allons avoir un vrai plan P+R. Nous allons augmenter la capacité de Butinière, plus de 150 places, augmenter la capacité de Galin, plus de 100 places, et la création de 7 nouveaux P+R sur l'agglomération. Donc c'est très important pour que les gens puissent laisser leur voiture aux portes de l'agglomération. Et à l'intérieur de l'agglomération, dans les centralités urbaines, si les maires le souhaitent, nous allons généraliser l'apaisement de la circulation par la multiplication des zones 30 et des zones 20. Il y a de nombreuses communes qui sont à l'heure actuelle dans cette dynamique. Donc voilà ce nouveau schéma des mobilités. Et pour réussir ce beau challenge de décarbonation des mobilités, nous allons également faire évoluer la motorisation de notre flotte de bus par des bus électriques, par des bus hydrogène, également en expérimentation, et puis développer la mobilité électrique voiture par un plan de charge, de bande de charge pour véhicules électriques, et sortir du systématisme de l'autosolisme, c'est-à-dire une personne par voiture, en développant le covoiturage et l'autopartage, un plan de stationnement et de stations d'autopartage, plus de 240 stations d'autopartage supplémentaires dans les années à venir, principalement sur la ville de Bordeaux, mais pas seulement, c'est aussi sur les communes périphériques qui le souhaitent. Et, comme le président l'a dit, l'ensemble des pénétrantes, à 10, à 62, à 63, RN 89, des couloirs réservés pour le covoiturage et les bus en partenariat avec l'État. Alors, tout ceci se traduit aussi en termes de part modale. Donc les objectifs sont ambitieux, d'autant plus que maintenant, vous avez bien compris, on prend en compte les déplacements qui viennent de l'extérieur de la métropole. Donc nos objectifs sont pour la marche 32%, pratiquement un tiers. Pour les transports en commun, 17%. Donc nous étions à 12% dans le dernier plan, on passe à 17% avec ceux qui viennent de l'extérieur. Pour le vélo, 18%, ce serait une des agglomérations les plus dynamiques en la matière. Et la voiture, bien sûr, reste la voiture, un tiers des déplacements, 33%, donc passerions de 50% à 33%. Donc l'ensemble de cette armature a été testé par un modèle, par un bureau d'études éprouvé, qui montre que nous arriverions à gérer ces 700 000 déplacements supplémentaires en 2030, avec une forte augmentation de la pratique du vélo, plus 69%, une forte augmentation également des transports en commun, plus 34%, ça c'est l'effet bus express
RER métropolitain, et on arrive à contenir l'augmentation de la voiture à plus 8%, et la marche ne pouvant être modélisée. Alors ça, c'est vraiment très prospectif, hein, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, mais ce que démontrent en tout cas les modèles, c'est que ce nouveau schéma des mobilités 2020-2030 eh bien, permet d'accentuer fortement la liaison avec l'extra-métropolitain et en interne, évidemment, hein, vous avez bien vu, les circulaires sont en interne, pour bien réussir à porter fortement le développement des transports en commun, les lignes de bus, le RER métropolitain et les modes actifs. Donc, en résumé, ce schéma des mobilités, il a été basé sur une démarche de concertation et une analyse objective des projets de mobilité. Donc la concertation, j'en ai pas reparlé, mais il y a eu un très grand nombre de réunions avec un très grand nombre de partenaires. Par exemple, sur le site de la participation de Bordeaux Métropole, nous avons recueilli 3500 contributions. C'est le record absolu du site de la participation. Voilà. Et nous avons aussi, évidemment, eu des contributions d'un grand nombre de partenaires, entreprises et associations. Ce plan d'action, il est territorialisé et détaillé pour répondre finement à chaque territoire. Et donc, nous avons, dans la délibération qui sera prise à la fin du mois, 19 fiches actions opérationnelles qui viennent détailler les financements et le calendrier. Donc, une meilleure desserte de la rive droite, cela a été dit, rééquilibrage territorial, et puis donc montée en puissance des mobilités actives, le plan vélo et le plan marche, premier réseau de bus express avec les 104 km en 10 ans et les 3 liaisons circulaires, et puis également bien sûr le RER métropolitain qui vient compléter le dispositif pour un budget extrêmement ambitieux, le président l'a dit, et une gouvernance peut-être qui sera amenée à évoluer dans le sens des propos du président d'avoir de meilleures relations avec les territoires voisins. Donc un groupe de travail sera monté pour voir s'il faut faire évoluer fortement ou pas notre gouvernance des mobilités vers pourquoi pas. En tout cas, ça sera à l'étude. Nous verrons si c'est optimum ou pas pour la métropole et pour nos partenaires. Pourquoi pas la création d'un syndicat mixte mobilité, transport mobilité. Merci.